5 ans déjà que Chibero Telebista a développé sa web TV locale sous le Tine. Première diffusion, avril 2015. Nous profitons de cette date anniversaire pour lancer notre campagne de dons, indispensable au bon fonctionnement de notre association. Merci beaucoup à tous nos généreux donateurs. Vos dons nous permettent d'acheter du matériel de pointe et de pérenniser notre structure. Dans nos projets futurs, nous souhaiterions produire des reportages en direct sur des événements de la vie locale. Et bien sûr, nous continuerons à produire un journal de 3 reportages mensuels. En cette période si particulière, impossible ce mois-ci de réaliser notre journal mensuel. Aussi, nous vous proposons une rediffusion du journal anniversaire tourné en direct sur le marché de Moléon en avril 2016. Toute l'équipe de Chibero Telebista vous remercie pour votre fidélité et vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures. C'est au marché de Moléon que l'équipe de Chibero Telebista nous a donné rendez-vous pour fêter son premier anniversaire. Alors bonjour à tous nos internautes, nous sommes ici réunis pour le numéro 13 et 8 déjà du journal de Chibero Telebista. Bai, eta behitu urte bat eta Chibero Telebista bilatu idela, eta egun, okazione ederra hontako, mauleko plaza ederra itzinin hontan eta juntatu giela. Magneto, Philippe. Bonjour à tous. Egun hun oroer, lehenik Chibero Telebista eskertzen zutie oroer, ekarri duzien lagungu antako. Bena berrize, lanina jasiko zutiegu. Behar duzie joun merkatzale, et reportage berri zunbaiten txerka. Allez, goazet! Allez, zuzte. Egun hon gaztik? Untxangia? Bai. Badakizi izentako horziden egun? Bai. Chibero Telebista lehen urte buian ospatzeko. Ederskin. Ena baharko duzi eta lantipi bat egin, ze altzunuki egiten ziek egin? Jenten ikustea, galte egiteko ezagutzen diena Chibero Telebista. Izigarri untxa. Allez, participez. Bibasiek. Zuzte. Bien, maintenant nous allons accueillir Didier Keaille, président de l'association Chibero Telebista. Peux-tu nous parler, Didier, de cette association? Eh bien, l'association est composée de 10 personnes. Et ces 10 personnes se réunissent tous les mois pour faire un débriefing des journaux qui sont passés le mois avant. Et surtout pour essayer d'améliorer toutes ces choses-là. Parce que bon, on est un peu nouveau, ça fait qu'un an, c'est notre anniversaire, on est tous heureux. Et à la base, quels étaient les objectifs de Chibero Telebista? Eh bien, l'objectif, c'était de faire un peu d'audience pour faire la publicité sur notre Soule. On parlait pas trop de la Soule en image surtout, en radio oui, mais en image il n'y avait pas. Donc on s'est réunis tous ensemble, c'est une idée de Philippe. On essaie de sortir tous les 20 du mois. Bon, on arrive des fois avec des petits retards, mais bon, il faut nous excuser, on est encore un peu neuf.
On arrive dans les 150 000 vues, je crois, là. Bon, pour nous, on trouve que c'est très bien. Si tu devais faire un bilan de cette première année, est-ce que pour toi les objectifs ont été atteints? Bon, on a essayé de faire participer beaucoup de personnes. C'est le but de notre association. Que tous les gens de la Soule viennent présenter notre journal, les reportages, qu'on nous donne aussi des idées, ça on veut bien prendre. Mais on remercie de toute façon tout le monde qui nous aide pour faire ces reportages-là, quoi. Merci Didier. À côté de toi, nous avons Noël qui, elle, s'occupe de chercher les financements. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont ces financements? Alors, l'association Shibero Telebista a été financée en 2015 par différents organismes publics et privés, à savoir le Crédit Agricole, la Communauté des communes de Soule, le département et l'Office public de la langue basque. Sans oublier le soutien financier des entreprises souletines qui ont été filmées, des dons des particuliers et de certaines communes. D'autant plus que l'association a reçu l'agrément fiscal qui permet de déduire vos dons des impôts à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Voilà, donc merci à tous ces partenaires qui aident l'association à continuer cette belle aventure. Très bien, merci Noël. Et juste à côté de toi, nous avons Loïc, qui est le petit jeune de la bande. Alors Loïc, toi, quel est ton rôle dans Shibero Telebista? Philippe et moi, on s'occupe de tout ce qui est technique, c'est-à-dire on s'occupe plutôt de tout ce qui est cadrage et montage après une fois que tout a été tourné. Et on travaille donc en collaboration avec toutes ces personnes qui font partie de l'association et qui ont envie, soit en participant à des sujets, soit en les écrivant, ou soit tout simplement en proposant des idées, ou même en venant assister aux réunions. Donc toi, là, tu es bénévole pour l'association également? Donc jusqu'à présent, voilà, on a travaillé. Il faut savoir qu'on a, comme a dit Noël, on a reçu quand même certaines aides pour une première année. Mais il faut savoir quand même que ce sont des aides qui permettent de survivre plus que de vivre tout simplement de cette profession. Donc voilà pourquoi on aimerait mettre en place petit à petit en fait un autre système de financement. On aimerait inciter les gens à nous aider. Comment tu vois du coup cette aide? Plutôt que de mettre une aide de, par exemple, je sais pas, un don de 20 € par exemple chaque année ou autre, on aimerait plutôt mettre en place une sorte de contribution plus qu'un abonnement, puisque la chaîne restera libre avant tout. Mais on aimerait mettre un système de contribution de 2-3 € par mois, de manière à ce que nous, on puisse vivre de ça et justement contribuer au développement de la chaîne. Alors, pour travailler en permanence sur la chaîne et développer de nouvelles émissions. De quel genre, de quelle émission tu parles? Alors on a différents projets, on est notamment là, on est en train de travailler sur une émission de news actuellement, donc qui devrait démarrer assez prochainement, assez rapidement, une émission de news qui ferait tous les lundis le résumé de la semaine que vous pourrez trouver, tout ce que vous pourrez trouver en Soule durant la semaine, c'est-à-dire le programme culturel, les résultats sportifs, le cinéma. À la fois un résumé et des annonces d'événements qui se produiront. Voilà, exactement, de manière à expliquer aux gens tout ce qu'ils pourront trouver en Soule durant cette semaine et pour louper le moins d'événements possible et faire participer la vie locale de la meilleure des façons. Je vous remercie. On m'informe en régie que Gilda est avec Martine et Chebarne sur le marché. À toi Gilda. Bonjour Martine. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui sur le marché de Montléon. Oui. Où on a un beau jour ensoleillé. On aurait aimé que vous nous expliquiez un petit peu l'évolution de ce marché. Ce marché est mis en place par un arrêté municipal en 1954, le 1er mai. Et c'est un marché consacré aux denrées de la ferme. Il faut savoir que les ouvriers qui travaillaient dans les usines de chaussures à cette époque et de caoutchouc travaillaient le samedi matin et ça leur permettait de s'approvisionner avant d'aller à leur travail. Les associations aussi se sont emparées un petit peu de ce marché et participent activement à la vie. Tout à fait. Le marché sert de support aux associations et aux événements. Alors, je vais vous citer quelques exemples. Les pâtisseries pour les voyages scolaires, les mamans qui fabriquent des pâtisseries, des crêpes. Les dames de la couture qui font les costumes, qui confectionnent les costumes pour le spectacle du Château Fort et qui, à l'occasion du Téléthon ou de la kermesse paroissiale, font des ventes de pâtisseries aussi sur le marché. Il y a le festival de Mai en Seine qui se produit chaque année et qui se déroule, qui s'invite au marché avec la participation des artistes qui se produisent en petites scénettes qui donnent vitalité, gaieté au marché, à l'ambiance du marché. Merci beaucoup Martine.
Nous allons d'ailleurs retrouver maintenant nos reporters en direct du marché. Bonjour Monsieur Poineau, nous venons au marché de Mauléon et vous, ça fait longtemps que vous y vendez votre fromage? Oh, je pense qu'on est là depuis les années 1990, ça va faire 25 ans à peu près. Ah oui, c'est pas mal. Et qu'est-ce que vous pensez du marché de Mauléon? Ah ben, je pense que c'est un très joli marché. Historiquement, le marché de Mauléon, c'était plutôt le mardi matin à la Haute-Ville. Et puis petit à petit, le marché du samedi matin ici s'est beaucoup développé. Et il s'est étoffé avec une gamme complète de tous les produits, et essentiellement à partir des produits issus des fermes, des exploitations et des paysans d'ici. Et effectivement, les gens peuvent venir faire le marché, mais dans le sens complet, et faire l'ensemble de leurs courses. Je pense que c'est un très bon marché, avec des gens très sympathiques sur le marché. L'ambiance est super. J'ai un voisin à côté de moi qui est sensationnel, un autre qui fait des fleurs, qui est fabuleux. Enfin, c'est super. Moi, j'aime beaucoup le marché de Mauléon. C'est ma 2e année que je fais le marché de Mauléon. Je vois que vous avez exposé plein de fleurs. C'est bientôt le printemps. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce marché à Mauléon? Alors, pour y venir depuis au moins 30 ans, j'en pense que du bien. Le marché du samedi matin est prospère. Il y a un marché aussi à Mauléon le mardi matin. Il ne faut pas l'oublier. Vous y allez aussi? On y va. Environ 9 mois par an. Et celui-là, par contre, demande à être développé. Ça doit faire 5-6 ans. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça se développe. Après, ça reste dur parce que l'alimentaire est séparé du reste. Donc, je vais dire qu'on va moins travailler que ceux qui sont à l'alimentaire. Les gens sont un peu timides? Voilà, c'est ça. Hein, il faut qu'ils s'habituent. Mais ça prend de l'ampleur. Ça va être sympa, je pense. Alors, et qu'est-ce que vous pensez du marché de Mauléon? Vous vous y plaisez? Regardez comme c'est beau. Il y a du monde et les gens sont sympas. Donc oui, on s'y plaît, oui. C'est pour ça qu'on continue à venir d'ailleurs. Vous avez les clients fidèles? Ça oui, et heureusement. Je pense que c'est pas trop mal parce que je viens, ça fait 3 ans et que je viens tous les samedis ici. Donc je pense que voilà, j'ai ma clientèle maintenant qui est faite et, sur Mauléon et je me débrouille pas trop mal ici sur Mauléon. La clientèle est fidèle? La clientèle est fidèle. Tout à fait. Donc vous allez continuer à venir à Mauléon? Voilà, je vais continuer à venir à Mauléon, tout à fait. Alors voilà, nous avons fait le tour de marché, vous avez vu les produits qu'on pouvait acheter, les vêtements, et bien sûr vous avez fait le marché, vous n'avez pas eu le temps de préparer à manger. Alors n'hésitez pas, il y a des bons poulets tout cuits avec les bonnes patates, vous les achetez et vous partez avec votre repas de midi. C'est pas beau ça? Je vois que Greg est sur le marché. Oui Serge, je suis avec Ayandé et Chart, je te l'amène sur le plateau. D'accord. Aiande txart egin hun? Egin hun. Ordin Aiande, zuzie Sibo Telebistantako itzulpenen egilia, frantsesetik euskala. Eta ordin itzulpen horien egitiek ze importantzia du? Importantzia Sibero Telebistantako segure, zeren hatxarin ez nian parte hartu, eta ikusi dudalaik euskazko grabaketak baziela. Ordin nebila eskentu diat, ustez eta ene lagungoaekin edo laguntzen banentin Sibero Telebistakuk, euska habo bazatekila, eta horro hartunuk Sibero Telebistan nahi kunte batzela gaiza haboen iganaztia euskaz. Eta ordian horren txusten gatzeko nahi baduk, nebila eskentu diat, eta hainbat gaizi gaiten duk euskaz, eta ordian nik geho itzulpen egiten diat, lagungu diat egiten, ez nuk ofizioko itzultzale bat, mena pentsatzen diat hola hainbat gaiza euskaz iganen dela, eta sibiutarez, eta aizago dela tatekila hola gaizen agertzia eta ikustia, ze abeastarzun baden bai mintzazian eta bai kulturan ebai. Ederkin. Eta nula plazatzen zi eta lan horren egiteko? Itzulpena ez duk hitzez hitz itzultzia, bena bai zentzi errespetatuz errenaldi xuxenago helibaten izkibatzia. Zeren sogilik jakurten dik, aldiz euskaz mintzo dena mintzoduk. Akik ahozku baduk, eta ordin bien hartin baduk halako desberdintarzuna edo abeastarzun bat, eta ordin hoi egiten jat, eta ez duk Filipek niben habo sofritzen dik haek bekanikan joiten behitu, bestela nik itzulpena ez duk sobea gaitz, eta geho maite diat, zeren hola agerazten ahaldiate bai, ze aberastarzu den, ze nabardua eraiten dien jentek,
frantsesetik desberdin baita, Sibiutaraen mintzatzeko manea. Segur. Eta ordein, hoi dukamini bat ez nuk sekula segur, bena Sibuko hanak eraiten zin bezala, ahal bezala, egiten diat itzulpena eta... Ebe, bi bazua jante, eta jarraik izazul hola itzina ordin. Bon, espantxa diat, bai? Eskerrik hanitz. Bai, deusataz. Bon, la Wench, ça y est, t'es rentré de ton périple et est-ce que ça te dirait de nous présenter un peu ton voyage sur le plateau là, à Chibiro Telebista? Oui, avec plaisir. Allez, allons-y. Très bien. Bonjour Laurent. Bonjour Gilda. Nous sommes ravis de te retrouver là. Tu nous disais à la fin de ton reportage que tu partais avec des chiens de traîneau et nous serions ravis de connaître la suite. Et oui, comme prévu, je suis monté au Yukon, près de l'Alaska, au Canada, pour participer à une des plus grandes courses de chiens de traîneau au monde, qui fait 1200 km, qui s'appelle la Yukon Quest. Et donc j'étais bénévole, j'ai aidé à préparer le terrain avant la course. Donc c'était le départ qui commençait à Whitehorse, la capitale du Yukon. Donc là j'ai passé 2 jours. Il faisait d'ailleurs assez froid, il faisait moins 30, moins 35. C'est monté jusqu'à moins 38. Donc c'est des conditions assez difficiles. Et donc à partir de là, donc les mocheurs étaient prêts à partir pour la course, pour commencer le périple. Tu peux nous expliquer ce que c'est des mushers, s'il te plaît? Et donc musher, c'est celui qui conduit le traîneau en fait. Donc il a 14 chiens au départ et il y a des checkpoints, donc à peu près, bon, je ne peux pas dire tous les 100 km, 200, ça dépend, où ils peuvent se restaurer, où ils peuvent se reposer. Donc les chiens partent très vite souvent, comme ils sont 14. Et donc, en arrivant à chaque checkpoint, ils doivent s'occuper des chiens, les masser, les nourrir forcément, leur mettre un tapis d'herbe, enfin de paille plutôt, parce qu'il fait très froid. Et donc, les chiens sont les rois. Et donc, à partir au bout d'une heure de massage, de tout, le musher peut aller se reposer. Mais ça, c'est dans une journée, un musher va dormir peut-être 2 heures, sachant que les premiers mettent 8 à 10 jours pour faire 1200 km. Et cette course, elle a beaucoup d'importance là-bas? Oui, c'est vraiment la course reine. Celle-là, la Yukon Quest et l'Iditarod sont les courses phares. C'est vraiment très populaire là-bas dans le monde des mushers et dans le monde de la vie de là-bas, quoi. Ouais. Ensuite, tu as aussi travaillé, il me semble, dans un chenil avec des chiens de traîneau à nouveau? Oui, tout à fait. À la suite de cette course, j'ai rencontré une musheuse, une Suisse, qui s'appelle Fresno. Et donc Fresino, et donc j'ai pu apprendre la vie de handler dans un chenil. Handler, donc c'est quoi? Donc handler, c'est un musher a toujours besoin d'un handler. C'est la personne qui donne à manger aux chiens, qui s'occupe des chiens pendant qu'elle va s'entraîner ou qu'elle n'est pas là ou qu'elle est en course, sachant qu'un musher a une team de, elle utilise 15 chiens. Sur les 15, il y en a 40 ou 50 qui sont au chenil et qui restent là l'année. Donc pendant qu'elle n'est pas là, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des chiens au chenil. D'accord. Donc moi, je me lève le matin, je me levais à 7 h et puis je faisais à manger. Donc on mange des croquettes, des aliments mélangés avec du bœuf, de la viande donc, et du poisson, donc du saumon, qu'ils vont chercher en Alaska. Donc ils récupèrent tout ça pour donner aux chiens. Et les conditions de vie là-bas, tu peux nous expliquer un petit peu si c'est le même qu'ici ou Alors, c'est pas tout à fait pareil. La vie est... Bon, on vit d'une autre façon, on vit pour les chiens déjà. Donc, c'est au centre de la vie en fait. Les chiens, il faut qu'ils mangent à telle heure le matin, il faut qu'ils aient après l'entraînement à manger, des snacks. Donc, on vit vraiment par rapport aux chiens. Donc, c'est une vie plutôt cool, mais qui prend toute la journée quoi, au final. D'accord. Ouais. Une vie simple où les chiens sont rois, c'est ça? C'est ça. Les chiens sont les rois, sont nos maîtres au final. Pour participer à cette course, il faut savoir que c'est un gros budget, dans les 80 000 euros quoi, pour un musher. Pour participer, du coup, tout le reste de l'année, ils font des tours pour des clients. Donc toute la journée, des clients arrivent, ils partent, ils reviennent. Moi, ça m'arrive de prendre des traîneaux, d'amener les clients aussi, de revenir. Et donc on vit pour ça vraiment pendant 3-4 mois à fond. Et puis après, on commence à avoir un peu soufflé parce que les chiens aussi sont fatigués au bout d'un moment. Du coup, là, j'en ai profité pour aller skier, pas mal du ski de randonnée. J'ai fait dans le coin, je suis allé en Alaska, sur Haines, la Haines Pass, où j'ai fait beaucoup de ski. Et j'en ai profité aussi pour voyager un peu. Je suis parti à San Francisco,
chez des Basques qui m'ont gentiment accueilli, où j'ai passé une super semaine. Je remercie Valérie au passage qui m'a très bien accueilli. Voilà, ouais. D'accord. Et du coup, tu es revenu au pays? Voilà, je suis revenu au pays content quand même après un an. Ça passe vite, mais bon, la famille, les amis, la vie d'ici, elle manque quand même. Et on se rend vraiment compte aussi, même si on le savait, que la vie ici, elle est bien, quoi, qu'on est bien, on est bien à la maison, quoi. Eh bien, super, on te remercie en tout cas. Voilà, ben, merci à toi. Ah, j'ai Véro en duplex qui est avec Francis Garispe, justement. Ben, Véro, c'est à toi. Bonjour Francis. Bonjour Véronique. Bon, on est à 2 pas du marché, Ouais, dans l'antre du vélo. dans l'antre du vélo. Et c'est toi qui t'occupes de ce lieu? Voilà, c'est moi qui m'occupe une partie de ce lieu parce que la partie qui concerne l'école de vélo. D'accord. Uniquement l'école de vélo. Les grands, c'est d'autres responsables. Donc avec des enfants de quel âge? Et des enfants entre 8 ans et 12 ans. Et je crois qu'il y a un reportage qui a été tourné où tu nous racontes tout ça. Où il y a un reportage qui a débuté où je vous raconterai en détail tout ce qui se passe chez nous à l'école de vélo. Ben, c'est génial, on va regarder ça. Comme tous les mercredis, vous pouvez croiser sur les routes de Soule cette étonnante caravane de jeunes cyclistes avec leurs accompagnateurs. Je suis président du club depuis 2014. Là, je suis avec mes minimes, Romain Alquet, Bastien Echegaray, Aurélien Gallo et Kevin Harry. Alors une journée d'entraînement, eh bien, on part avec les minimes, on fait 45-50 km. Là on va faire un tour vers Arrast en fait. On fait 5 km de tourner les jambes, d'échauffement. Après on fait un peu un genre de petite compétition entre nous et après on rentre tranquillement. L'ambiance du club, en fait tout l'hiver on fait la préparation. Après on essaye d'organiser quelques courses, on fait 7 courses à Moléon même. Plus la Marcel Keeil, une cyclosportive qu'on vient de faire qu'on fait depuis 2 ans. Voilà, laquelle on essaye d'avoir du monde. On a commencé, on avait 150, l'année dernière on a eu 250 et bon, cette année on aimerait avoir 400 personnes. Oui, on a une bonne ambiance, les gamins s'entendent plutôt bien, on va dire, même très bien. Mais oui, nous on est axé sur la compète et oui, on aime. Après, tout le monde ne peut pas gagner, chaque course il n'y a qu'un gagnant. Mais bon, voilà, ils se battent tous pour gagner. Ça fait 5 ans que je suis au SAM. Il y a une bonne ambiance dans le club, on a de bons entraîneurs. À l'entraînement, on part, il y a une voiture qui nous suit avec les entraîneurs et après on fait dans les 80 km. Et les entraîneurs nous expliquent un peu ce qu'on doit faire pendant l'entraînement. Là, depuis le début, on a eu 5 ou 6 courses. Ça a été à peu près, j'ai réussi à tenir dans le peloton. La dernière course que j'ai faite, j'ai fait 13e. Le club, on ne sait pas trop en quelle année il a été créé, mais le SAM par contre a été créé en 1905. Et dès que le club a été créé, il a adhéré au SAM. On sait qu'il y a eu des courses organisées à Montléon pour les fêtes de Montléon en 1911. Actuellement, le SAM Cyclisme a une 50-60 licenciés, coureurs et dirigeants. Nous avons eu la chance d'avoir au club une figure, Marcel Keeil, qui pendant quelques années a été vice-président. Ouais, dans les courses, on fait plusieurs épreuves. Dans les épreuves, on a des quilles, du sprint, du cross et de la route. Sur la route, on met c'est 12 km. Et voilà, il y a des côtes, il y a du plat, il y a de la descente. Après, il y a du cross, c'est 15 minutes. J'ai gagné 7 fois sur 10 fois. Egiten dizusei hilabete bizikletan egiten dutala. Maite dit sprinta egitzia, patarrak ez dit maite mena anak lagutzen gititzu.
En fait, j'étais venue pour accompagner Beñat, donc, qui fait du vélo, c'est mon fils. Et donc, du coup, je ne peux plus repartir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoin d'accompagnateurs. Donc, c'est ce que je fais. J'accompagne les petits. Et il faut savoir que c'est des enfants de 7 à 8 ans qui commencent. Donc je les accompagne pour la sécurité de la route, mais c'est aussi parce qu'ils sont souvent soit envie de boire ou mal au dos, donc il faut souvent s'arrêter et voilà, un peu pour les soutenir. Part de 7-8 ans jusqu'à 11 ans, les Benjamin 2. Donc il y a beaucoup de niveaux d'entraînement et donc moi je reste souvent avec les petits parce qu'ils vont beaucoup moins vite que les Benjamins. Ben, ce sont 2 rendez-vous hebdomadaires traditionnels. Les rendez-vous se font le mercredi après-midi à partir de 14h30 et le samedi après-midi lorsqu'il n'y a pas de compétition à partir de 14h. Et nous accueillons donc les enfants au local qui se trouve juste à ma gauche. Alors il y a toujours une petite minute de présentation, on a l'habitude d'être poli. Beaucoup de mécanique parce que voilà, ce sont des petits donc qui ne s'entretiennent pas leur vélo eux-mêmes, donc beaucoup de mécanique. Et ensuite nous venons faire ici sur le fronton des exercices qui sont demandés aux écoles de vélo systématiquement dans toutes les compétitions. Tout ce qui est bien sûr franchissement de quilles ou franchissement de portiques, tous les jeux d'adresse. Bon, nous faisons ça pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite nous allons rouler en fonction des niveaux de chacun. Quand on prend un Benjamin ici, il va rouler beaucoup plus longtemps qu'un tout petit là-bas au fond. Donc on va faire entre 10 et 30 km dans l'après-midi. On rentre, voilà, et puis on ne peut pas se doucher parce qu'on n'a pas encore de douche dans nos locaux, mais on se dit au revoir et on casse la croûte et on s'en va. Alors déjà, la plus grande satisfaction, c'est bien sûr le plaisir de les avoir là. Même si on a une école de vélo qui est un petit peu en nombre restreint, la grande satisfaction, c'est de pouvoir s'en occuper. Et puis, surtout quand il y a l'attachement qu'on a et puis surtout les résultats quand il y en a. Et en ce moment, on en a pas mal puisqu'on a déjà des victoires, on a déjà des places d'honneur. Et en particulier Beñat qui fait 3e général à Pôle dimanche dernier. Donc la satisfaction, c'est que ce qu'on leur a fait faire marche et surtout qu'ils prennent du plaisir et qu'ils nous communiquent le fait qu'ils prennent du plaisir à faire du vélo. C'est un peu l'essentiel de ma démarche. Nous allons poursuivre la rencontre avec l'équipe de Chibero Telebista. Alors nous avons ici Philippe et Pascal, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc vous c'est un peu le staff technique, le gros morceau de Chibero Telebista, donc prise de vue, son, montage, sous-titrage. Donc Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement entre l'idée d'un reportage et sa réalisation finale, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, entre le moment où on sort de réunion, où l'équipe éditoriale annonce un sujet, à ce moment-là, moi je prends une prise de rendez-vous. Donc, par exemple, une entreprise, une association. Prise de contact, donc rendez-vous pour discuter de quoi on va parler, de ce qu'on va faire. Donc voilà, peut-être 1 heure, 2 heures. Après, je rentre, je fais un petit scénario, j'en parle à l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait sortir? Et à partir de là, une demi-journée pour faire des vols de drones, pour faire des rencontres, pour prendre 2-3 endroits pour que le reportage soit sympa. Il ne faut pas que ce soit dans un endroit. Donc, on essaye au maximum d'aller dans des endroits différents. Donc je dirais une journée et demie pour faire un reportage, pour le filmer, pour le mettre en boîte. On va parler chiffres bêtement. Un reportage de Chibero Telebista, c'est entre 6-7 minutes. C'est combien de travail en termes de temps? Il y a, disons, ça dépend un petit peu du reportage. Le reportage d'entreprise est quand même un peu plus délicat parce qu'on va avoir plusieurs endroits. Si c'est une association, on va dans un endroit précis, en une matinée et une journée de montage, ça peut être fait. S'il y a du sous-titrage avec Ayandé, c'est beaucoup plus long. Ou Arsène qui n'est pas là aujourd'hui, d'ailleurs on lui envoie un petit coucou. Arsène aussi qui s'occupe de la partie basque. Je dirais un reportage fini, bien ficelé comme on aime les faire, 3 jours. Très bien. Donc c'est du travail. Donc on a aussi Pascal. Donc Pascal, toi tu es plus orienté sur la partie internet, car Chibero Telebista c'est une web TV, donc il y a un site internet. Donc toi tu es un peu plus orienté sur cette partie-là. Ça consiste en quoi? Alors moi, je récupère les reportages qu'a construit Philippe, donc je l'aide aussi un petit peu au niveau des images et du montage. Et ensuite, donc, on met tout ça en ligne sur YouTube et on met des images qui nous permettent d'accéder à chaque vidéo. Donc c'est classé par thème et par mois aussi. Donc on met tous les journaux et tous les reportages sont visibles séparément. Donc, ce qui permet aux gens de voir les journaux, mais également de pouvoir aller voir chaque reportage spécifiquement
s'ils ont des préférences, etc. Alors je tiens à signaler quand même que ce site avait été créé par Christian et Hélène, la première version. Et on tient à remercier quand même très chaleureusement Hélène, qui est notre voix off. C'est vrai. Qui nous fait de très très jolies introductions. Et donc ensuite ce site a évolué au fur et à mesure des besoins et il évolue en permanence pour arriver à la version que nous avons en ce moment. Oui, elle va continuer à évoluer, c'est le principe même d'un site web qui doit évoluer. Donc Philippe, c'est quand même toi qui as eu l'idée de cette aventure, de cette web TV sous le tin. Tu as un petit bilan à nous faire? Déjà première question, l'idée d'où ça t'est venu? Alors, l'idée de départ, c'est... Moi j'aime la Soule, je vis en Soule. Je trouve qu'il se passe beaucoup de choses, énormément d'associations, énormément de gens qui font des choses bien, enfin, comme on aime. Je pense qu'on a le moral en Soule. Je me suis dit, écoute, non, c'est pas possible, on va monter quelque chose, et puis il faut profiter des nouveaux médias, le web, la web télé. Maintenant, tous les jeunes regardent plus la web télé que la télévision. Et donc, j'avais le matériel avec mon entreprise, et puis voilà, après c'était le coup de récupérer une bonne équipe. Et là, j'ai fait un casting, je crois, un casting super. Casting de rêve, parce que c'est une équipe super sympa, où tout le monde s'entend, tout le monde a les choses à faire, tout le monde s'investit. Voilà, moi, que ça dure, mais longtemps comme ça. Et après, on a un très bon retour en Soule. Les Souletaires, je crois, 150 000 vues en un an. C'est apparemment extraordinaire, c'est beaucoup de vues. Beaucoup de retours positifs, tous les gens qu'on voit dans la rue, que je vois au magasin, continuez, c'est bien. Et puis voilà, super équipe, donc moi je signe de suite. Hein. D'accord, donc on a aussi des Souletins ou non Souletins qui ne sont pas ici, ça leur permet aussi d'avoir des infos sur ce qui se passe en Soule. Au bout d'un an, un petit bilan, tes satisfactions, tes bonnes surprises Bon, les bonnes surprises, non, la bonne surprise c'est l'équipe qui tient la route, nous sommes tous des amateurs. Donc des fois on part un petit peu en dérision, on aime bien faire une petite pointe d'humour, des fois on nous la reproche un peu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde ou on garde pas? Bon, nous on aime donc on garde. Et puis les bonnes choses, ben, oui, non, moi c'est que du bon. Et donc les Souletins t'ont surpris sur les reportages dans leur attitude moi j'ai trouvé qu'ils sont assez à l'aise quand même, non? Devant le micro. Oui, les Souletins sont assez à l'aise. Alors d'ailleurs je veux parler d'un petit truc, c'est justement on avait... décidé au départ de faire intervenir des gens extérieurs de l'équipe, des gens pour venir présenter le journal. Tous les mois, il fallait trouver 2 personnes. Un couple, enfin, soit bascophone et pas bascophone, un couple ou un copain, copine. Et je me suis dit, mais là, on en a trouvé 1, 2, mais ça va être dur, ça va être compliqué à faire. Et finalement, mais on a de l'avance, on a 3-4 mois d'avance sur des gens qui veulent venir présenter le journal. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'ils sont à l'aise devant les caméras, ils s'amusent et ça, c'est tout bon. Et parce qu'on rappelle un petit principe de Chibiro Telebista, c'est la télévision participative, donc par et pour les Souletins. Voilà, tout à fait. Bon ben merci beaucoup, et puis longue vie à Chibiro Telebista. Allez, et bonne route. On vient de rencontrer Patricia, la grande championne du rugby français. Ça te dirait de venir sur le plateau de Chibiro Telebista? Oui, ok. Bon allez, on y va. Bonjour Patricia. Bonjour. Il y a un an, nous t'avions interviewé pour Chibiro Telebista. Depuis, tu as connu professionnellement, sportivement, une évolution dans ta carrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, voilà, donc je suis venue l'année dernière pour ma première sélection. Depuis, j'ai eu d'autres sélections, dont une titularisation contre l'Angleterre à Twickenham. Donc dont j'en garde un très bon souvenir. Ensuite, en novembre aussi, on a eu une tournée d'automne contre l'Angleterre. Que vous avez encore battu? Qu'on a encore battu. Bravo les femmes. Voilà. Et ensuite, le tournoi destination de 2016 qui s'est enchaîné cette année. D'accord. Et là, c'était la cerise sur le gâteau, parce que ce tournoi... Mais on l'a remporté. Donc c'était quelque chose de fabuleux. Donc les femmes remportent le tournoi destination, c'est énorme. C'est la première année? En 2013, les féminines avaient remporté le Grand Chelem à l'époque. Elles avaient gagné tous les matchs. D'accord. Donc nous, on a échoué en Pays de Galles, voilà, de 2 points. Mais bon, ça reste quand même énorme personnellement. Et un bon souvenir. Et un très beau souvenir. Alors au niveau professionnel, au niveau rugby professionnel, on connaît un petit peu au niveau masculin comment ça se passe, au niveau des contrats, des transferts, toutes ces choses-là. Mais au niveau du rugby féminin, est-ce que c'est le même fonctionnement? Pour les transferts, oui, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'argent comme pour les hommes. Non, voilà.
pour nous, c'est complètement différent. On est amatrice à 100%. Voilà, on doit poser des congés pour partir en sélection quand on est convoqué. Et bon, là, il y a une petite différence, mais ça évolue au niveau du rugby parce que au rugby à 7, les filles sont devenues semi-professionnelles depuis 1 an ou 2. Donc ça évolue au niveau du rugby à 7, mais pas du rugby à 15 pour l'instant? Non, pas pour l'instant. D'accord. Mais bon, avec l'engouement qu'il y a, je pense que d'ici quelques années, ça aura bien évolué. D'accord. Alors pour toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui arrive là, pour l'avenir? Mais qu'elle se déroule aussi bien que cette année. Avec autant de sélections? Mais je l'espère. Hein. Bon, après pour ça, il faut continuer à s'entraîner, à travailler. Très bien, mais c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci Patricia. Merci beaucoup. Alors nous sommes donc avec Christine et qui nous encourage bien sûr à venir visiter le château d'Andurin qui ouvrira ses portes le 1er juillet. Sur la place de Mauléon se dresse cet immense château du XVIIe siècle, classé monument historique. Christine de Fabrègue nous y reçoit pour une visite. Ici, il y a les 5 générations d'Andurin, parce que c'est un Jean-Julien d'Andurin qui vient se marier dans cette maison à la veille de la Révolution. Dont les derniers, c'est Laurent d'Andurin, mon grand-père, et Arnaud d'Andurin, notre oncle, qui a été ambassadeur de France et qui a entretenu la maison ici jusqu'à sa mort, avant que nous la reprenions. On a toujours vécu à Mauléon, jusqu'à ce que nous partions en pension. Grand-père, c'était quelqu'un à la fois d'intimidant et d'attachant. Et je me rappelle surtout, si vous voulez, que comme il n'aimait pas que nous parlions ensemble quand il était là, il nous invitait à déjeuner, toujours l'une après l'autre, quoi. On n'était jamais invités ensemble. Alors, on arrive ici dans la salle à manger, comme vous voyez. Mais autrefois, à l'origine, cette pièce, c'était une cuisine, c'était la cuisine. Et ce sont nos arrière-grands-parents qui l'ont transformée, il y a 150 ans environ, en salle à manger. Voilà un décor tout à fait du 19e. Avec un beau vaisselier béarnais, la cheminée aussi a été très bien travaillée, tout ce décor est en noyer. Alors, il faut reconnaître que le service n'est plus ce qu'il était, hein. Donc on n'utilise maintenant pratiquement plus ces pièces, elles ne sont pas chauffées de toute façon. De temps en temps, quand on fait un déjeuner un peu somptueux, alors on va mettre le couvert ici, mais très rarement. Cette grande pièce, c'était ce qu'on appelait la salle. Tout le monde se tenait dans cette pièce, à côté de la cuisine. Ce qu'on remarque surtout, c'est cette magnifique cheminée qui est due à des artistes italiens qui voyageaient. Et elle est classée monument historique d'ailleurs, de même que celle que vous verrez au premier étage. Vous voyez, elle comporte tous les éléments qui étaient à la mode à l'époque, des volutes recourbées, des déesses qui sont Flore et Pomone. Il y a les armes d'Arnaud de Maïty, martelées à la Révolution. Alors il y a un piano, un piano forte. Vous voyez, c'est un petit peu l'intermédiaire entre le clavecin et le piano droit d'aujourd'hui. Et puis, il y a un petit ensemble de fauteuils dont la tapisserie est très jolie. Ils sont les 6, avec des points tout fins, et ils représentent des marchands ambulants. Dans cet escalier, on voit, de même que devant les cheminées, la volonté de l'évêque Maïty, qui a construit cette maison, de faire quelque chose de très imposant, qui marque sa puissance, son autorité, et qui est aussi très beau. On dit qu'à l'époque, on faisait de très beaux escaliers parce que la famille vivait en bas, mais elle recevait à l'étage. Donc il faut que l'escalier, pour les visiteurs, soit très beau, très bien décoré. La belle pièce de l'étage, c'est celle que nous appelons la chambre de l'évêque, avec la deuxième cheminée sculptée, qui est classée également. Et quand on la détaille, on voit que son décor est
est plus fin que sur la cheminée d'en bas. Vous voyez, on retrouve les déesses, mais elles sont posées sur des petites consoles, insérées dans des niches. Les drapés des toilettes est plus fin aussi. Et on voit sur le linteau ces deux putti italiens qui soulèvent une couronne de laurier au-dessus du monogramme AM Arnaud de Maïti. Alors à l'intérieur de cette table, il y a un livre et c'est vraiment un très beau souvenir qui s'est conservé ici depuis les évêques Maïti. C'est un cadeau que Louis XIII avait offert au premier Maïti parce que l'évêque assistait au mariage du roi avec Anne d'Autriche à Bordeaux et le roi lui avait remis ce cadeau, preuve certainement de l'estime et de la confiance qu'il éprouvait pour son évêque d'Oloron. Alors on monte jusque dans ces combles parce que, vous voyez, on découvre cette magnifique charpente. Je vous rappelle les dimensions de ce toit. C'est 13 mètres à la verticale, 16 à la pente. Et on découvre cette charpente qui est comme une coque de bateau renversée. On dit que c'est des charpentiers de marine qui faisaient ces travaux. Ils faisaient tremper les bois des années avant de les utiliser. Et puis les bois courbés aussi qu'on voit ici, qui sont ce qu'on appelle les aisseliers, on ne peut pas les courber en les chauffant. Donc il paraît qu'il fallait aller dans la forêt, trouver les formes appropriées. Alors on remarque aussi ces têtes, c'est ce qui orne les murs, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des mascarons. Ça vient du mot masque et elles cachent un trou, parce que toutes les bouches sont creuses, accessibles de dedans, et on pouvait tirer un coup de mousquet et se défendre si quelqu'un était menaçant. Alors sur cette table, il y a quelques vieux livres qui étaient dans la maison. Celui-ci, par exemple, c'est le plus ancien qui se trouve dans cette bibliothèque. C'est pratiquement ce qu'on appelle un incunable, c'est-à-dire les livres qui ont été édités entre 1450 et 1500, les débuts de l'imprimerie. Regardez ces encres qui ont 500 ans et qui sont comme au premier jour, et la disposition aussi. Vous voyez, ce sont les décrétales de pape Boniface VIII, le texte du pape dans les encarts, en 2 couleurs, le commentaire sur 2 colonnes pour aider à la lecture, dans une graphie un peu plus petite, et les annotations dans les marges. Et à la fin de cette visite, je voudrais quand même mentionner le souvenir de notre grand-père, Laurent d'Andurin, qui a vécu ici toute sa vie, qui est mort en 1971, et que beaucoup d'anciens Moléonais ont connu. Il était sous l'arbre, là, il regardait la place de Moléon. Et nous avons un souvenir très fort de cet ancêtre que beaucoup de gens appelaient Laurent le Magnifique, parce qu'il était très beau. Je tiens à remercier l'équipe de Chibero Televista d'être venue faire ce reportage ici. Et je veux dire aussi à tous les sultans que cette demeure est ouverte au public, on peut la visiter du 1er juillet au 15 septembre et aussi toute l'année pour les groupes sur réservation. Bon, nous avons sur le kiosque des allées là, Sébastien et Henri, donc, qui représentent le SAM. Donc toi Henri, tu es président du SAM Omnisport, donc l'un des fers de lance du sport sous le thym. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un peu comment ça fonctionne, quelles sont les sections qui font partie du SAM? Oui, le SAM Omnisport, donc je préside depuis 8 ans, où j'avais succédé à Arnaud Marcassuzat, lui qui avait fait un très long bail à la direction de cet organisme. Ça représente 8 sections du SAM. Au départ, il y en avait 6. Donc on a augmenté de 2 sections là, ces dernières années, avec le foot, le rugby, la pelote, le cyclisme, le kayak, la natation, le karaté et la pétanque. Voilà, je crois que j'ai oublié. J'espère surtout que je n'ai oublié personne. Au niveau de l'organisation de la Bodega des Fêtes de Montléon, là, on arrive à réunir toutes les sections. Ça avait démarré en 2005 à l'occasion des festivités du centenaire du SAM, où avait eu lieu le premier repas ici sur la place des Allées.
Et ça a permis à toutes ces sections de se connaître parce qu'on n'a pas l'occasion de se côtoyer sinon pendant les saisons régulières sportives, parce que chacun vit un petit peu de son côté. Et là, ça a permis que tout le monde se retrouve, de bien travailler, de très bien se connaître. Depuis quelques années, le fait que toutes ces sections se soient rapprochées, ça fait beaucoup de bien. Tout le monde se connaît très très bien. On est très très heureux de se retrouver 5-6 fois par an pour l'organisation des fêtes et pendant la semaine qu'on passe ensemble pour le fête de Moléon. D'accord, c'est très bien. Donc Sébastien, toi tu représentes ici la section SAM Rugby, donc tu es dirigeant au SAM Rugby. Alors le SAM Rugby c'est un vieux monsieur, il a 110 ans cette année. Donc quelles sont les grandes dates ou les grands événements qu'on peut noter en quelques mots sur la vie de cette section ? Oui, donc bonjour. Le SAM Rugby, un vieux monsieur, comme tu dis Michel, qui a démarré en 1905, qui est à l'origine donc de l'association de l'ESAM, Sport Athlétique Montlyonnais. Aujourd'hui, en 2016, le SAM Rugby, c'est 320 licenciés, avec une école rugby, des cadets, des juniors Balandrade, Belasquin, 2 équipes seniors qui combattent donc au plus haut niveau amateur du rugby fédéral, en Fédéral 1, et qui joue un peu sa survie dans cette Fédéral 1, cette fin de saison. Donc un vieux monsieur qu'on a dignement fêté en 2005 avec énormément de manifestations autour du rugby et autour des autres sections également, et qu'on voulait remettre un peu à jour aujourd'hui, donc dans cette saison 2015-2016, en organisant ce repas qui s'est déroulé au Royal avec tous les convives et préparé par nos grands restaurateurs Pierre Echemaïté et Pierre Chilot. C'est rare d'avoir un club aussi ancien déjà, ça fait du bien de se rappeler d'où on vient et ça montre aussi aux générations futures qu'il faut continuer à animer le SAM en général, le SAM Rugby, et il faut de plus en plus de bénévoles, de jeunes bénévoles, ce qu'aujourd'hui il n'est pas facile à trouver parce que l'engagement des jeunes est de moins en moins visible malheureusement, même si on a la chance d'avoir encore en Soule et au SAM Rugby des jeunes qui s'investissent. Ben, merci beaucoup. Ah, je vois que nos enfants reporters sont de retour. Bon les enfants, ça s'est bien passé ? Oui, oui, très bien. Bon, vous avez pu faire quelques images ? Oui, oui. Vous avez tout ça en bobine ? On regarde ? On regarde. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Alors, connaissez-vous Chibero Telebista ? Oui, nous le connaissons et nous le regardons tous les mois sur Internet, puisque les reportages changent tous les mois. Est-ce que vous connaissez Chibero Telebista ? Cerda, oui. Non, si, bien sûr que je connais. Bien sûr, je connais, c'est très bien, oui. Vous voudriez bien nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, mais je trouve que c'est une initiative qui a été prise par des gens du cru, en fait, qui veulent faire connaître un peu les entreprises locales, certaines activités locales aussi. Tout ça, c'est très bien pour donner une bonne image de la Soule. Qu'aimez-vous dans ces reportages ? L'ensemble de tous ces reportages, en particulier ceux qui sont axés sur les entreprises, les associations, et également sur les images de la Soule faites par le drone. Et ainsi, on peut connaître tout ce qui se fait en Soule, nous qui y vivons mais qui ne savons pas ce qui s'y passe exactement. Et dans ces entreprises, on découvre un dynamisme et surtout une jeunesse qui a envie de vivre au pays et d'y travailler, quoi. Bon, moi, je suis content qu'il y ait cette initiative locale et de ramener tout ce qui se peut au niveau local, et notamment la télévision, et du coup d'avoir un service de proximité, en plus qui aussi utilise l'humour. Moi, ce que j'avais vu, j'avais trouvé ça assez loufoque et du coup intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis très content qu'il y ait ça. Et voilà, que ça se développe encore. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis Dr Boucher et j'avais trouvé très intéressant parce que c'est un médecin que j'avais côtoyé autrefois avec mes enfants, et là ça m'a permis de le voir sous un autre cadre chez lui, là dans sa maison familiale, et c'était très intéressant. Ce que je voudrais rajouter, c'est que j'espère que cette télévision pourra continuer longtemps. On a besoin de ça, parce qu'on a besoin de communication en Soule, et c'est un magnifique pays. Et ce qu'il y a, c'est cette télé, j'espère qu'elle pourra être bien aidée aussi pour continuer comme ça. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Ce numéro spécial anniversaire est maintenant terminé. Nous remercions tous les bénévoles, tous ceux qui ont participé à Chibero Telebista, et aussi Jean-Michel Lasserre pour les gâteaux. À très bientôt. Eskerrik hanitz eta laster arte, Chibero Telebista webguni prefosta. Em
máscara.